Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de voir Lugansdorf avoir du succès. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on duplique de façon quotidienne, générationnelle, hebdomadaire, les efforts mis en place pour qu'un système... Ça commence avec quoi? Des programmes après l'école. Ça commence avec quoi? Des programmes qui parlent c'est quoi être un homme noir, se respecter d'abord pour respecter les femmes noires dans nos quartiers, qui nous élèvent, qui nous renforcent et qui ont le fardeau des fois de quitter Haïti pour éduquer et créer de la... Donc, moi, c'est les systèmes en place qui m'intéressent. Tu ne peux pas créer cette richesse générationnelle pérenne, temporelle, familiale, ça tu peux. Et pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de Noirs au Québec qui confondent les deux. Je les vois sur les médias sociaux, Black Wealth this, Black Excellence that. Moi, ça ne m'intéresse pas, ces foutaises-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que le prochain Carlando regarde le podcast présentement et se dit, je vais aller prendre un lunch avec toute l'équipe de Carlando et maintenant, je veux savoir comment on duplique les systèmes pour qu'on reproduise cela. Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Salut tout le monde, mon nom c'est Carlando, votre animateur pour le Black Ink Podcast. Je suis également le président aussi de Ad Media. Écoute, aujourd'hui, on va avoir une conversation avec quelqu'un qui ne se présente plus. Tout le monde sait c'est qui ce gars à Montréal. Tout le monde sait c'est qui ce gars au Québec, au Canada même. Ce gars a travaillé très fort pour la communauté. Il continue à travailler fort. C'est un vulgarisateur hors norme. Sincèrement, j'ai appris à connaître ce gars comme s'il n'était pas à côté de moi. Vraiment sur les réseaux au début. Il a amené vraiment des sujets assez importants, comme par exemple, pourquoi c'est important de posséder Montréal-Nord, d'acheter des maisons, que les blocs dans lesquels on habite, il faut qu'elles nous appartiennent. Parce qu'à la seconde que les gens vont venir chez nous, ils vont prendre la place, ils vont les acheter et ils vont nous mettre dehors. Alors, je vous présente Thierry. Thierry, on ne te présente plus, frère. Allô, bonjour, Black Ink Podcast. Je suis content d'être de retour. Excellent. C'est la famille. Excellent. On va s'amuser, on va avoir une belle conversation. Promis, juré. Ouais. Non, on va cracher. Il n'y a pas de peau, il n'y a pas de peau. Mais on va s'amuser. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. À 100%, je pense qu'à chaque saison, il y aura toujours un épisode dédié à toi, frère. Ah, j'apprécie. Il y aura toujours un épisode dédié à toi. Potentiellement, un épisode que tu pourrais même animer, tu vois. Je serais partant, une belle collab, ça serait sympa. Ouais, pourquoi pas. Écoute, avant de commencer, j'ai appris à te connaître sur les réseaux. Oui. Avant tout, avant qu'on puisse se rencontrer en personne, tu parlais beaucoup de qu'est-ce qui peut faire du bien à la communauté. Oui. De bien voir les petites nuances du système. Ouais. Parce que très souvent, on a l'impression que on est choyé, mais quand on finit par comprendre, on voit à quel point qu'on est encore plus profond dans un trou, Ouais. que c'est très difficile de s'en sortir avec la manière qu'on continue à faire, justement. Absolument. Et comme par exemple acheter des plex ou acheter des maisons, justement. Whatever ce que tu peux acheter, achète. Je sais que tu as une entreprise actuellement qui cartonne. Ouais. Et c'est quoi ton why? Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ton why? Qu'est-ce qui te pousse à agir tel que tu agis? Parce que j'ai l'impression que même ton entreprise que tu as actuellement, ça rentre dans ce même why. Ouais, non, c'est une belle question. Pour moi, le pourquoi je fais ce que je fais, moi, je dis toujours que je suis un citoyen actif. Et un citoyen actif, ça doit bouger, ça doit déranger, ça doit forcer les gens à penser à l'extérieur de leur paradigme usuel. Et je pense que c'est mon gros why. Mon gros why, c'est... Je viens d'une famille de 10 enfants. Mon père est haïtien, né en Haïti, grandi à Chicago, a été éduqué par Maya Angelou, a grandi pendant ce genre de renaissance de Chicago qui est plein d'intellectuels. Et a trouvé une petite femme parisienne qui pensait aussi que... À Chicago? Non, à Montréal. Je dire qu'elle faisait quoi à Chicago? Au cégep du Vieux-Montréal. Puis a trouvé une petite femme parisienne qui pensait qu'il fallait défaire le monde pour le reconstruire. Puis je pense que deux esprits se sont rencontrés 10 enfants plus tard. Quand tu grandis dans une famille de 10 enfants, tu comprends très rapidement que ton rôle sociétal, c'est pas un rôle individuel, mais un rôle collectif. Donc pour moi, mes parents étaient gros sur la lecture. Mon père est écrivain, non publié en plus.
Donc, un écrivain non publié, ça a vraiment un chip sur son shoulder, je peux te promettre ça. Mhm. Un écrivain haïtien non publié, ça a un très gros chip sur son shoulder. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais je crois que aussi mon père vient d'une génération où les mémoires sont une force, mais c'est aussi une hantise. C'est quelque chose, tu sais, ils ont quitté Haïti, mais leur cœur est encore en Haïti. Bien oui. Donc, ils ont fait leur valise, mais leur cœur est toujours là-bas. Ils parlent du retour, mais ils ne retournent jamais. Donc, pour pas rentrer dans tout ça, on va revenir sur la question initiale. Je crois que pour moi, le pourquoi, c'est vraiment ce sens de famille. Et dans une famille, je pense qu'on a des problèmes. On aime des gens un peu plus, un peu moins, mais on essaie de se respecter. Je crois que le peuple haïtien, le peuple noir, on n'est pas encore une nation. J'aimerais dire qu'on n'est pas encore rendu là. Le peuple noir ou le peuple haïtien qui n'est pas une nation encore? Ou le peuple noir? Non, le peuple haïtien est une nation. Je pense que ça a été défini par l'entremise du sang qui a coulé. Mais je pense que même des fois, nous-mêmes, pourquoi je dis qu'on est un peuple, c'est que quand tu es une nation, il doit y avoir une certaine cohérence, une certaine cohésion, un certain objectif. Faut que nos jeunes hommes réapprennent à qu'est-ce qu'un jeune homme. Faut qu'on ait des modèles, faut qu'on ait des règles aussi d'engagement. Faut qu'on se respecte. Et je pense qu'on est passé d'une nation à un peuple. Et moi, je pense que mon why, c'est d'essayer de nous ramener vers cela. Ma petite contribution, aussi petite et minime qu'elle peut l'être, de comment est-ce qu'on peut se respecter. Ça commence avec le savoir, selon moi. Je connais pas tout. Mais quand je connais pas quelque chose, je l'admets, je dis que je sais pas. Par contre, quand je connais quelque chose, je le dis. Ah ouais, ça se voit. Je le partage, je le partage avec passion. Et je pense que c'est ça mon why. Mon why, c'est de dire qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. Comment est-ce que je peux contribuer à nous ramener un petit peu plus vers notre grandeur, notre royauté. Et voilà, quoi. Je crois que c'est ça mon why. Exactement. Tantôt, tu disais être des exemples, avoir des mentors et tout ça. Ouais. Puis, t'en es toujours un pour moi. Genre, justement, t'en as touché pas mal de monde, tu vois. T'as touché pas mal de monde avec tes vidéos que tu faisais et j'en étais un. Je suis toujours un, puis je sais qu'il y en a d'autres parce que justement, on en parle. Puis j'ai l'impression que, comme tu dis, on n'est pas, peut-être pas une nation encore, tous les peuples noirs, admettons à Montréal ou à travers le monde. Noire. Je pense que c'est parce qu'on nous montre les mauvais modèles. Justement, tu vois, il y a, tu sais, je fais allusion encore avec les modèles qu'on nous donne dans le milieu du rap, les acteurs qu'on nous donne, qu'on nous montre comme modèles. Oui, c'est bien ce qu'ils font et tout ça, dans leur art. Mais les personnes qui sont réellement, disons que c'est plus tough à créer une nation avec quelqu'un de fictif, ou du moins quelqu'un qui se divise en deux puis qui te dit ça c'est mon art, je suis différent de mon art. Mais cette personne aussi, elle est tout à fait différente. C'est comme, en tout cas, ça fait pas de sens, quoi, tu vois. Comme modèle à suivre, quelqu'un qui te dit quelque chose puis qui fait tout à fait son inverse. Justement, tu vois. Fait que c'est des modèles comme ça, de manière générale, en Occident, que les personnes noires, ils ont, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. C'est du monde sans fondement, sans fond. Puis malheureusement, c'est même pas de leur faute. C'est même pas de leur faute, c'est là où ils viennent, c'est là où on a été les chercher pour leur donner cette ampleur. Justement. Créés, exactement. Exactement. Puis après, quand on les défait, on défait toute la structure tremblante qu'on avait. 100%. Puis je le dis avec tout ce qui se passe dans le milieu du rap. Avant Didi, c'était le truc avec Drake et Kendrick. Ça, pour moi, ça a un impact. Je veux dire, guys, vous êtes 2 monstres, 3 monstres. On a besoin de ça. On a besoin de collaboration. On a besoin de vous montrer que en tant que peuple, on est fort, mais bon, peu importe. Ce que je voulais dire aussi, c'est, tu sais, tantôt je disais c'est quoi ton why, mais c'est quoi tes motivations de tous les jours qui te permet à te réveiller, à part, bien sûr, tes enfants, j'imagine bien, mais c'est quoi tes motivations de tous les jours? Pour moi, déjà, moi j'aime le terme acteur de changement. Je crois que c'est un terme important, puis le changement, en fait, pourquoi il est lent, très souvent, c'est que le changement est ancré dans des dynamiques de pouvoir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Et notamment nous, les peuples d'ascendance africaine, caribéenne, on a de la misère à comprendre pourquoi les choses ne changent pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, c'est au fait, si tu regardes dans une dynamique de changement, quand les gens souvent qui veulent du changement n'ont pas le pouvoir.
Et les gens qui ne veulent pas de changement ou veulent garder le statu quo ont tous le pouvoir. C'est pour ça que le pouvoir prend, pas le pouvoir, pardon, mais le changement prend du temps. Et un peu comme une culture. Développer une culture d'entrepreneuriat, développer une culture même, ne serait-ce que... pardon, moi, je viens d'une culture de basketteur. Bah, les gens ne se rappellent pas, mais le basket au Québec, ça a commencé... La première grande famille basketteur, c'est les Orientales. Ça commence avec Ralph Oriental dans les années 70. Après ça, c'est NC Oriental. Après ça, c'est Gerson. Après ça, c'est Abel Joseph. Et tranquillement, mais sûrement, ça crée des petits aujourd'hui qui sont Mathurin, Lugensdorf, Chris Boucher. Ils sont sur les épaules de génération en génération de gens, parce qu'une culture, c'est ça. C'est tu plantes une graine, tu restes patient, tu l'arroses, et tu vois les fruits de ce que tu as arrosé. Et moi, je suis un gros fan d'acteurs de changement parce que je suis sur les épaules de gens que j'ai vus arroser leurs plantes de façon minutieuse, consciencieuse et patiente. Je pense à Franck Saint-Elmy. C'est un succès qui a pris 25 ans. Je pense à Angelo Cadet, que je donne un gros shout-out, qui quelqu'un qui aujourd'hui on dit « Ah ouais, Angelo a ce succès, c'est ça », et continue à prendre des coups, des fois même de sa propre communauté, mais on oublie que ces gens-là, ben, ils arrosent leurs plantes depuis longtemps. Fabienne Cola, tu va prendre un déjeuner avec Fabienne Cola, tu vas voir, qui est une mentor à moi. Donc des gens de nos communautés qui arrosent leurs plantes et qui triment depuis des décennies. Et je pense que dans cette ère de médias sociaux, de cliquer enter, puis qu'on veut que ça aille vite, on réalise pas que les belles choses, les bonnes choses, ça prend du temps. Moi, quand je voyais ma grand-mère cuisiner, que Dieu la bénisse, quand on était à Saint-Marc ou à Kenskoff, dans la maison familiale en Haïti, bah, quand elle tourne son bras, là, puis qu'il y a tout, tu sais, le bras qui tourne avec la nourriture, bah, ça macère depuis 8-9 heures. Là. Un bon légume, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, on veut des résultats rapides parce qu'on est dans cette génération TikTokeuse, Instagram. Un jour, on connaît pas taille, le lendemain, on le connaît. Donc moi, ce que j'aime, c'est ce concept de dire, ma motivation à moi, c'est de dire, je sais que ça va prendre du temps. Je sais que je dois me réveiller tôt. Je sais que je dois ne pas me soucier de qu'est-ce que les gens disent sur Thierry Lindor. Moi, je sais qui je suis. Mon identité, elle est ancrée dans les gens qui m'aiment. Et les gens qui m'aiment pas, j'en ai rien à cirer. Ah, mais comment tu fais ça, tu vois? Moi, mon père disait toujours, les couillons ont pas de cicatrices. Les quoi? Les couillons. Ah, les couillons. Ouais, les peureux ont pas de cicatrices. Tu veux faire des grandes choses dans la vie, tu as besoin de courage. Et ça, c'est la première chose que mon père m'a inculqué. Il a eu le courage de quitter un pays qui lui ressemble, qui est chaud, pour venir dans un pays qui est froid, qui ne lui ressemble pas, et dire, malgré les coups de fouet, l'autoflagellation, parfois, des fois, de se regarder dans le miroir, puis de se dire, est-ce que je suis assez, est-ce que j'ai fait la bonne décision? Il me disait toujours ça, les couillons n'ont pas de cicatrices. Et moi, je sais que tous les noms que j'ai nommés, les Franck Saint-Elmy, les Fabienne Cola, les Angelo Cadet, les plus jeunes aussi, les moins jeunes, les Carla Beauvais, les Tiffany Carlander, les Louis Edgar, on peut leur reprocher tout ce qu'on leur reproche, mais on est toutes sur les épaules de ces gens-là qui ont des cicatrices, puis qui ont le courage de se lever chaque jour et de faire quelque chose pour toi, même si tu penses ne pas en bénéficier. Donc, c'est ça aussi qui m'anime, moi, et qui me motive, pour revenir à ta question initiale, c'est de savoir que je fais une différence, même dans l'opinion néfaste de certains ou de tous et de chacun. Leur opinion, ça leur appartient. Moi, mon identité, elle est ancrée dans qui je suis, puis je sais qui je suis. Ouais, tu restes focus, quoi. Je suis focus. Moi, y a pas... C'est peut-être ma capacité d'athlète ou de basketteur. On me dit souvent, qu'est-ce que tu as besoin pour être un bon entrepreneur? Moi, je dis le short memory reset. Donc, la capacité à avoir un reset sur ta mémoire temporelle, mais très courte. Au basket, si tu perds le ballon, tu dois être capable de te revirer en 2 secondes pour aller jouer en défense. Si tu manques un lancer, bah, tu peux pas te dire, ah ouais, le lancer que je viens de manquer, bah non, parce que le prochain jeu, c'est toi qui vas tirer le ballon. Exactement. Steph Curry, ainsi de suite, je peux aller loin. Ça bouge. Voilà. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini, quoi. Voilà, donc pour moi, cette capacité à me promener au Vieux-Montréal, à me faire dire, ah ouais, Thierry, qu'est-ce qui se passe avec le 265 millions de Face ou du BEP?
de façon un petit peu condescendante ou inquisitive. Fait que ça t'arrive, ça. Ah bah oui, il y a 2-3 cons, il en faut des cons. Pour avoir des intelligents, il faut des cons. Il faut des cons pour les intelligents. Mais je te dirais, la loi de Pareto s'applique. 80% des gens sont beaux, sont bons, sont indulgents, sont intelligents. Et le 20%, tu les prends avec un grain de sel. Tu te dis, c'est comme au basket. J'ai manqué mon tir, je repars. Ouais. Je reste poli, je reste respectueux, je désaccorde poliment et je passe à autre chose. Exactement. Tu sais, je m'en viens sur une question avec toi. Il y a, comment on appelle ça encore, tu sais, quand j'étais plus jeune, Ouais, je me lançais en affaires. ouais, Les premiers gens que j'avais autour de moi, c'était ma communauté. Right? 100%. Ma mère, On espère. mes sœurs, Ouais. ma famille, quoi, tu vois. Ton écosystème direct. Exactement, mon écosystème direct. Mais de ce qu'on remarque très souvent, c'est que dans nos communautés, Ouais. on ne croit pas tant que ça à nos jeunes ou à ce qu'ils rêvent réellement, tu vois. Voilà. C'est quoi, à ton avis, l'importance de la communauté et de la famille sur la réussite de nos jeunes entrepreneurs? Ouh, ça, c'est une grosse question, Ouais. Carlando. Mais moi, je l'ai vécu, puis je ne veux pas nécessairement prendre ce que j'ai vécu de manière à la généraliser, Ouais, tu tu veux pas vois. généraliser. Mais j'entends beaucoup de monde qui vit des challenges, même à l'intérieur de leur propre famille, leur femme ou leur copine Ouais, ou ouais, copain ouais, ou ouais, whatever. Mais c'est quoi l'importance de la communauté à croire à leurs jeunes, que ce soit jeune entrepreneur ou pas? Malcolm X a dit dans les années 60, ce n'est pas de rééduquer le noir à se lancer en affaires, mais c'est de rééduquer la communauté noire à supporter la personne qui a le courage de se lancer en affaires. Et pour moi, ça dit tout, parce que c'est la vérité. Quand quelqu'un dans la communauté a le courage de faire quelque chose, on se doit de... Moi, j'aime pas le terme supporter, personnellement. Pour moi, je ne quémande rien. Je ne demande rien à qui que ce soit. Je pense aussi c'est de changer le lexique. Qu'est-ce que Malcolm X disait dans le temps? Le terme supporter se prêtait à la situation jadis. Moi, je préfère le terme investir. Pourquoi? Parce que quand tu supportes, ça sous-entend que tu demandes de l'aide. Moi, si j'ai le courage de me lancer en affaires, comme j'ai toujours, quand je faisais de l'immobilier, faites pas affaire avec Thierry Lindor, mais faites affaire avec quelqu'un qui investit en vous. Parce que quand tu investis dans un courtier immobilier noir, quand tu regardes la dernière saison de Angelo Cadet, quand tu vas au festival de Fabienne Cola, quand tu achètes ou que tu as le pouvoir décisionnaire de faire bouger ta société vers un produit qui est black-owned. Et là, on va aller vers la jeunesse. Quand un jeune a le pouvoir de dire « Papa, je ne serai pas avocat, je ne serai pas comptable, je ne serai pas prof, je ne serai pas médecin, mais je crois que je peux créer de la richesse et peut-être de la richesse générationnelle. » Parce que ça, j'espère qu'on va en parler. Ouais, mais on en a bien besoin. Voilà. Mais papa, j'ai besoin que tu investisses en moi. Le premier réflexe, c'est de dire, bah, quoi, tu veux mon argent? Mais en attendant, si on prend le temps de reculer et de dire combien d'argent on investit dans des systèmes et des sociétés qui ne sont non seulement pas pour nous, mais contre nous. Exact. Moi, je me rappelle au Black Lives Matter 2.0, on va marcher dans la rue. Moi, je l'appelle 2.0. Hein. Et je parle pas de l'entité. Moi, je rentre pas dans qui a géré les fonds. Moi, je parle du mouvement sociétal qui dit notre vie a de la valeur. Maintenant, respectez-nous. Hein. Et je me rappelle à peu près 100 000 de personnes, centre-ville de Montréal. Et shout out, c'est une Black Queen hein, qui a fait ce gros mouvement-là. Anastasia Marcelin. Anastasia Marcelin, gros shout-out à Queen Anastasia. Elle me dit, Thierry, est-ce que tu irais bien parler sur le camion et dire 2-3 mots? J'ai dit, parfait, on va parler. Elle m'a demandé ça le jour même. Et le jour même, 5 minutes avant, et là, je monte sur le camion. Et après ça, il y a plein de jeunes noirs qui viennent me voir dire, ah ouais, c'était inspirant. Est-ce que tu viens, on va aller au Starbucks, puis on va parler. Est-ce que tu viens, on va aller à la belle province, on va aller en parler. On va aller au Tim Hortons, on va aller en parler. Et j'ai dit, je suis prêt à aller à Champ de Mars, à Hochelaga, shout-out au propriétaire de Champ de Mars. Je suis prêt à aller, vous habitez où? Ils m'ont dit à Montréal-Nord. Le goûter Caraïbes. Voilà, je suis prêt à aller au goûter Caraïbes. Ils m'ont dit, il y en a un qui m'a dit, j'habite à Villeray. J'ai dit, on peut aller au Mili-Milo. Mais je vais pas aller dans un Starbucks. Et je ne vais pas aller dans une belle province. Ouais. Et après ça, il dit, mais pourquoi? C'est à côté. J'ai dit, si ta relation à vouloir avoir une conversation importante sur notre libération, elle est ancrée dans une proximité de confort,
mais t'as pas compris c'est quoi une libération, mon grand. Exactement, pas encore. Parce que quand tes ancêtres, c'était des jeunes Haïtiens en plus, on dit, maintenant on coupe des têtes et on brûle des maisons. En passant, ça vient pas de Dessalines, ça vient du peuple. C'est Voilà. le peuple qui a crié ça. On est d'accord. C'est le peuple qui a crié coupons des têtes, brûlons des cailles. Moi, je suspecte que c'est même Tantine Toya, puis c'est sûrement une femme qui est arrivée avec exactement, c'est une bonne ce idée. genre de révolution. Je pense que c'est une femme. Et ça a été coopté par des hommes. Mais bref, en attendant, je dis aux jeunes, non, si ta proximité au confort, si tu veux juste avoir une parlotte pour parler, on se parle, tu m'écris sur les médias sociaux, on se fait un live, puis that's it. Mais si tu veux vraiment parler de ce que tu viens d'entendre, puis tu te dis inspiré, puis tu veux passer à autre chose, qui partait en entrepreneuriat, ainsi de suite, je lui dis, mais moi, je ne suis pas partant. Il dit, oui, mais c'est moi qui paye. Ouais, tu vois, mais c'est ça, c'est de comprendre que des fois, ségréguer ton dollar et dans un ère numérique, ségréguer ton attention. De dire que je vais donner mon attention, qui aujourd'hui, les technologies de ce monde, les médias sociaux, prennent ton attention et la convertissent en dollars. Tes likes. Voilà. Tu sais à qui les donner, à qui pas les donner. Exactement. Donc, tu sais, juste cette petite illumination-là que le jeune a eue, parce que tu vois qu'ils ont eu un moment de se dire, ah ouais, c'est pas bête ce qu'il dit. Parce qu'après ça, je leur dis, Starbucks, est-ce que tu sais que Starbucks donne politiquement à des gens qui passent des politiques contre toi? Ah ouais, comment? Est-ce que tu sais que telle personne, c'est un gros donateur d'un parti politique qui t'oppresse de façon journalière? Donc, je crois que des fois aussi, c'est ça, c'est de... Mais ces conversations n'existent pas nécessairement autant qu'ils devraient. C'est pour ça aussi, j'aimais quand tu faisais tes lives, j'aimais quand tu faisais tes capsules. C'est à Montréal, il y a très peu de personnes qui en parlent. Et quand les gens en parlent aussi, on a besoin de quelqu'un qui soit capable d'amener le sujet de la bonne manière. Mais qui revient à l'investissement. Moi, je pense que comment s'assurer qu'on investit dans nos jeunes, parce qu'encore une fois, je n'aime pas le terme supporter, ça commence à revisiter la définition de succès au sein des communautés noires. Il faut que nos parents haïtiens qui sont nés en Haïti arrêtent avec cette idée de succès colonial qui est ancrée dans des systèmes qui jouent contre nous. En commençant avec l'éducation, en commençant avec l'école. Donc, le premier support qu'on doit donner, support, investissement, c'est un investissement d'écoute. De dire à nos jeunes, je t'écoute. Par contre, voici les balises. On va aller dans un café noir, on va investir de notre temps noir, Et c'est pas pour dire qu'on veut pas l'investir blanc. C'est de dire que l'amour de soi, ça veut pas dire la haine des autres non plus. Et que si je construis une communauté forte chez moi, ça aide le Québec en général, ça aide le Canada en général. Donc moi, je pense que la meilleure façon d'investir chez les jeunes noirs, c'est de les écouter, de leur faire confiance, de croire à leur créativité et de leur faire aussi comprendre certaines choses en termes de où est-ce qu'on a ces discussions-là dans des espaces qui doivent être pour nous et par nous. Exactement. C'est très difficile tout de même d'avoir ces conversations. Je m'en viens vers la richesse générationnelle, justement. C'est nos parents, admettons ma mère qui est arrivée ici, j'avais 7 ans quand elle a quitté Haïti. J'étais seul avec ma soeur. Elle avait 4 ans, tu vois. Et je suis arrivé ici au Québec plus de 15 ans à peu près plus tard, sans l'avoir vue. Je ne m'en souviens même plus vraiment. En tout cas, entre 10 et 15 ans. C'est plus tard, je suis arrivé, je ne la connaissais pas réellement, tu vois. Mais elle, ce qu'elle a pu faire par contre, c'est qu'elle voulait absolument acheter une maison pour que quand ses enfants vont revenir au pays, pour que ses enfants puissent avoir un endroit où habiter. Quand je suis arrivé ici au Québec, là où je voyais que les gens vivaient dans les tours à condos, je suis comme, gars, je ne pourrais pas vivre là-dedans. Et ce n'est pas pour autant que ma situation en Haïti était meilleure. Pas du tout. C'est juste que j'avais de l'espace, j'avais de l'air frais qui rentrait dans ma chambre. Tu vois ce que je veux dire? J'aime ça, de l'air frais. Et ça, c'est quelque chose d'important. Puis j'ai pu le voir aussi. J'étais très privilégié en ce sens parce que ma mère s'est tuée à la tâche en travaillant dans des usines, je ne sais plus trop où exactement, pour pouvoir nous permettre d'avoir une maison. Et elle avait cette conscience-là que ses enfants devraient avoir un minimum, mais à peu près semblable à ce qu'il avait en Haïti. Tu vois, qui est plus d'espace. La cour, on était habitué à avoir des espaces où bambiler en Haïti, tu vois. Mais par contre, elle n'avait pas assez de richesse générationnelle, ou même richesse générationnelle mentale, même, je dirais. Pas seulement argent. Mentale ou tu veux dire de savoir? De savoir, exactement. De savoir, pour être capable de me dire, OK, tu sais quoi, je serais prêt à investir en toi, de m'écouter, même avoir la patience de m'écouter parce qu'elle se tue à la tâche, justement, tu vois. Fait que c'est quand même, tu sais, on parle de richesse générationnelle, le mot, c'est magnifique, mais en même temps aussi, les gens qui pourraient peut-être, parce qu'ils sont
techniquement un peu plus âgés que moi, présentement, Ouais. créer cette richesse était catastrophiquement difficile. C'était difficile de créer ce truc-là. Puis quand les gens arrivent à le faire, ils perdent leur tête des 100%. fois. Ils perdent leur tête parce que, en tout cas, tout ce qui vient avec. Mais comment est-ce que tu penses que... Je ne veux pas dire qu'il y en a peu, il y en a beaucoup de gens aisés qui sont noirs dans notre communauté. Comment est-ce que tu penses qu'on peut, comment dire, pas simplifier, mais faire en sorte que ça devienne quelque chose de tout à fait normal, de pouvoir investir dans nos jeunes, pour que nos jeunes puissent avoir le love money. Parce que quand nous, on part en affaires, ben, on est à moins 30 000. Comparativement à un autre jeune qui a le même âge que nous, moins 30 000, ça c'est juste en argent. Et en savoir, on est à moins, encore pire, tu vois, c'est encore pire. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir du monde comme toi qui verbalise davantage cette richesse? Parce que tu le verbalises, la richesse, cette richesse que tu nous donnes, c'est quelque chose que tu as appris. C'est quelque chose que tu arrives à verbaliser. Comment on fait pour avoir plus de monde comme toi, et plus de monde comme toi, mais à l'intérieur des foyers? Je comprends, c'est une belle question. Déjà, juste pour ta maman est venue toute seule au Canada? Oui, toute seule. Bon, on va lui donner un peu de grâce en tant que queen, parce que je pense que des fois aussi, Black Queens, les reines dans nos familles, pensent à l'ardeur de quitter. Tu sais, mon père, il vient. C'est un homme déjà, c'est plus facile. Ta maman, elle a quitté avec 2 enfants. Ouais, elle avait 2 enfants en Haïti. Elle est venue ici toute seule. Toute seule. Shout out à ta maman. Et elle a réussi à acquérir une propriété. Elle a mon pote, shout out à ta mère. Ouais. Donc on va lui donner un peu de grâce peut-être. parce que le racisme et l'oppression, c'est des problèmes qui sont 24 heures sur 24 et on a toute un infime temps pour combattre ça. Donc, tu sais, oui, ta maman, elle t'a pas écouté, mais quelque part, elle t'a aimé. Et aujourd'hui, tu es un citoyen productif, tu es un citoyen actif. Donc, tu sais, je voulais juste... Mais ça prend du temps. Parce que ce que ça fait, c'est que quand tu es jeune, il y a des notions que tu ne comprends pas nécessairement. Oui, mais Panzi, elle t'aime tellement, elle voulait ta sécurité. Sûr, à 100%. Maintenant, je suis capable de comprendre ça. Elle n'a pas le temps de t'écouter dans ses 2 jobs, dans c'est ça la complexité de la chose, tu vois. C'est comment on peut arriver tout de même à ne pas en vouloir à nos parents. Ça c'est gros. Parce que je vais pas te mentir, moi, je l'ai voulu pendant longtemps, là. Déjà qu'elle est partie, elle nous a laissé en Haïti. Moi, j'avais pas dans la tête qu'elle était chercher... Non, j'étais comme moi, j'avais pas besoin d'argent, c'est toi que j'ai besoin, tu vois. Mais comment est arrivé à... Parce que je pense que aussi, c'est une question de génération. Peut-être notre génération, ma génération est peut-être en meilleure position. Mais tu sais quoi, Carlando, ce que tu déposes, c'est très puissant et je le reçois. Parce que c'est l'histoire de, je pense, 80% de la diaspora haïtienne et noire. Moi, je pense que ce qu'on doit faire, c'est devenir des troubadours de nos propres histoires pour reconquérir notre identité. Ta maman, elle est peut-être pas assez vulnérable pour partager certaines choses avec toi, mais justement, tu m'as posé une question sur la richesse générationnelle. Ça commence avec des troubadours. C'est pour ça que quand je donne des shout-outs, je donne des shout-outs aux troubadours de notre communauté. Des Rito Joseph, des gens qui sont capables de vulgariser des trucs, tu te dis, c'est magique, qu'est-ce qu'ils font? Des peinteurs, des peintres, pardon. Encore une fois, je reviens vers Angelo, je reviens vers des gens qui peinturent des fresques qui sont générationnellement, qui vont perdurer dans le temps. Ta maman qui peut se reconnaître dans leurs derniers trucs qu'ils ont fait. Moi, je me reconnais dans France, je me reconnais dans la famille orientale, je me reconnais dans... Et ces troubadours-là, on vient d'une culture de troubadours. Nous, Noirs, sommes une culture de conteurs d'histoire. Et c'est une des raisons pourquoi le système aussi nous oppresse aussi bien. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un ère technologique et nous, on vient de génération en génération, on est des conteurs d'histoire verbales, orales. Moi, je pense qu'on doit passer justement ce savoir-là oral parce que bientôt, la fenêtre va se terminer. Et pour revenir à ta question initiale, comment créer de la richesse générationnelle? Je pense qu'on doit aussi comprendre le lexique et l'étymologie du terme générationnel. Je pense qu'il y a beaucoup de gens chez nous. Moi, mon père est ce qu'il est. Thierry, tu vas connaître les mots, le dictionnaire, tu vas le lire, ça va devenir ton meilleur ami. Et aujourd'hui, ça me sert parce que il fallait, comme disait Frankie Family, il fallait que je maîtrise les mots pour me défendre parce que ce sont des munitions. C'est vraiment des munitions. Quand tu arrives vraiment dans des espaces révolution tranquille et que tu parles du Québec Inc., on est sur Black Inc Podcast, tu devrais voir leur gueule quand ils entendent que ah ouais, cet arabe pseudo, on sait pas qu'est-ce qu'il est, il s'exprime. Et là, j'en dis non, moi je suis haïtien. Et tu t'exprimes pas
pas aussi bien qu'eux, mieux qu'eux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je connais mieux leur histoire que eux. Je peux être troubadour, je peux te parler, moi, les N blancs d'Amérique mieux que toi, parce que je connais mieux ton histoire que toi. Donc aujourd'hui, on va se parler de façon équitable, tu vois. Et moi, je pense qu'en termes de génération, il faut aussi redéfinir qu'est-ce que la richesse générationnelle, comprendre c'est quoi. Moi, je pense qu'on a beaucoup de... Tu as dit des gens aisés. On en a plein. Ils sont docteurs, ils sont ci, ils sont ça. Ils regardent souvent même certaines personnes dans leur propre communauté de façon très hautaine. Ouais. On va se dire les vraies choses. On a cette capacité des fois, et je parle pas de coloris, je vais pas rentrer dans tout ça, même juste d'un point de vue hiérarchique professionnel, tu as étudié où, t'es pas allé au HEC, est-ce que si, est-ce que ça. Moi, je connais des barbiers à P9, ils sont barbiers depuis 20 ans. Les mecs, leur maison, elle est payée. Bien ils font 1 million par année. Bien. Donc, c'est pas parce qu'ils sont pas allés à la même école que toi ou qu'ils sont pas chirurgiens, qu'ils vont pas dans les mêmes galas que toi, que les mecs, ils pèsent pas. Et par pèse, je veux dire pèse capitalistiquement parlant. Exactement. Donc, si on est capable de dire maintenant, qu'est-ce qu'on respecte chez nous? On respecte quoi? Le savoir, le capital, le réseau, les études. Qu'est-ce qu'on respecte? Première des choses. Il faut qu'on soit cohérent. Oui, absolument. Première des choses. Deuxième des choses, est-ce qu'on a réellement de la richesse générationnelle chez les Noirs au Québec ou est-ce qu'on a de la richesse générationnelle qui n'a aucune pérennité? Et moi, je dépose ça sur le Black Ink Podcast parce que pour moi, de la richesse générationnelle, c'est de la richesse qui est indestructible par le système qui nous opprime de façon quotidienne. Et comment on crée ça? Voilà. Moi, selon moi, c'est en créant des systèmes qui vont dupliquer les francs de Saint-Elmy. Moi, un franc de Saint-Elmy, et je l'adore, c'est mon grand frère. Ouais, l'entrepreneur en soi ne m'intéresse pas de la même façon que le raciste de Saint-Clinclin ne m'intéresse pas. Je lui donne de la grâce avec toute la grâce qu'on lui doit. C'est souvent une personne qui est mal éduquée, qui est souvent très ignorante et qui ne savait même pas que les Pierre Vallière de ce monde, les Paul Rose de ce monde, sont allés se réfugier dans les bras des Black Panthers aux Nations Unies. Ouais, donc je les excuse parce qu'ils font partie de ce fameux système de grands blancs contre petits blancs. Et c'est pas le petit blanc qui garde les Noirs oppressés de façon quotidienne en 2024. Au contraire, dans les temps esclavagistes, les gens qui nous chassaient... C'était les petits. Voilà. Mais les gens qui possédaient les bateaux, qui faisaient les voyages, c'était les grands. Ouais. Donc, en attendant, moi, le petit... Ça a toujours été castré d'une manière ou d'une autre. Là. Moi, Lugensdorf, je le respecte et je l'admire. Chris Boucher, je le respecte, je l'admire. Pour moi, c'est de la richesse familiale qu'il crée. Ouais. Et non générationnelle. Exact. Il ne faut pas confondre les deux. Lugensdorf est riche, sa famille est riche, et elle restera riche, je lui souhaite, s'il est responsable fiscalement et entrepreneurialement parlant. C'est juste fiscalement. Sinon, ça va durer 25 ans et ça sera terminé. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les systèmes en place pour dupliquer les Fabienne Cola, les Angelo Cadet. C'est ça qui m'intéresse. Dans le fond, tu penses qu'il y a la richesse, mais malheureusement, celle qu'on a actuellement, on ne l'a pas encore transformée en richesse générationnelle. 100%. Ouais. Parce qu'on n'a pas de système. Tu ne peux pas tacler un problème systémique sans avoir un système pour combattre. Comment on monte ce système? Voilà. Ça commence avec des BEP. Charlotte Amarta. Black Entrepreneurship Program. Absolument. Ça commence avec des data. Tu ne peux pas dupliquer quelque chose les recherches, si tu n'as pas les données pour le dupliquer. Exact. Et moi, ce que j'aime donner comme analogie quand je parle à des plus jeunes, c'est une recette. Moi, j'ai appris comment faire le pain. Le pain. Voilà. Je t'ai vu faire du pain. Tu m'as vu faire du pain. Et la soupe joumou. Si j'ai les données pour faire la soupe joumou, techniquement, je ne peux pas manquer mon coup de façon trop grave. Tu sais que la soupe joumou, on est d'accord. Ça vient avec beaucoup de feeling aussi. Beaucoup de feeling. Pas une recette. Oui, mais on va prendre un exemple plus simple. On va aller avec du spaghetti. Ouais. Si j'ai une recette et que je suis la recette, logiquement, je peux dupliquer ma soirée spaghetti assez souvent jusqu'à ce qu'elle soit peaufinée. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de voir Lugensdorf avoir du succès. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on duplique de façon
quotidienne, générationnelle, hebdomadaire, les efforts mis en place pour qu'un système... Ça commence avec quoi? Des programmes après l'école. Ça commence avec quoi? Des programmes qui parlent, c'est quoi être un homme noir, se respecter d'abord pour respecter les femmes noires dans nos quartiers, qui nous élèvent, qui nous renforcent et qui ont le fardeau, des fois, de quitter Haïti pour éduquer et créer de la... Donc, moi, c'est les systèmes en place qui m'intéressent. Tu ne peux pas créer cette richesse générationnelle pérenne, temporelle, familiale, ça tu peux. Et pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de Noirs au Québec qui confondent les deux. Je les vois sur les médias sociaux, Black Wealth this, Black Excellence that. Moi, ça ne m'intéresse pas, ces foutaises-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que le prochain Carlando regarde le podcast présentement et se dit, je vais aller prendre un lunch avec toute l'équipe de Carlando et maintenant, je veux savoir comment on duplique les systèmes pour qu'on reproduise cela. Exactement. Parce que sinon... Ça nous fera plaisir, guys. Vraiment. Oui, parce que sinon, c'est ce qui va se produire. Tu vas avoir une couple de personnes qui vont avoir de l'argent. Il n'y aura jamais cette cohésion sociale-là parce qu'à l'intérieur de nous, on a aussi des conversations dures qu'on doit avoir, qu'on n'est pas capable d'avoir. Puis tu vas avoir plein de gens qui sporadiquement vont être riches et eux vont créer de la richesse, encore une fois, familiale. La richesse générationnelle, comme les grands blancs ont réussi à créer, il y a une raison pourquoi, si tu regardes les blancs, chez les blancs, 98% sont riches, sont pauvres, ou classe moyenne, et 2% seulement sont riches. Parce que le système qu'eux ont mis en place est même là pour oppresser la classe moyenne blanche, pas seulement les petits blancs. Donc, en attendant, si on est capable de se dire, ah ouais, attends, c'est pas faux. Il y a un système en place qui fait que 2% de la population sont en train d'order et de concentrer toutes les richesses, et eux ont de la richesse générationnelle. Eux sont capables. Couillard. Philippe Couillard, 200 ans plus tard, devient Premier ministre du Québec. Exactement. Ils ont commencé avec un esclave. Un esclave. Un esclave. On se dit les vraies choses. C'est comme maintenant. Ils ont capitalisé sur un esclave. C'est exactement ça. Tu commences avec un. Après ça, tu protèges et tu recrées le système. Et c'est pas maintenant que tu vas être Premier ministre. Tu ne seras pas Premier ministre du Canada, mais ça va être dans 200 ans. Ça prend de la patience, ça prend des procédés. Ça prend du transfert de savoir générationnel et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de ça à l'interne dans les communautés. Exactement. Puis il y a aussi un truc que je remarque beaucoup, plus que j'évolue dans la business, plus que je vois les lacunes, parce que mon équipe est all black, que ce soit pour le podcast, que ce soit pour mon entreprise. Technologique. Vraiment, c'est ce qu'on souhaite faire. C'est très... on fait exprès de le faire de cette manière-là. Parce que j'ai souffert de ne pas avoir d'emploi. Et je sais qu'il y en a plein derrière qui n'ont pas. Parce qu'il y a du monde comme dans nos communautés qui n'y croient pas parce qu'ils ont l'argent pour recruter des jeunes stagiaires. 100%. Pour recruter des jeunes stagiaires. Mais là où je veux en venir, c'est est-ce que tu crois qu'on devrait, dans le même type de recherche qui sont faits, c'est quel métier qu'on devrait viser en tant que communauté pour que nos jeunes, on puisse créer des bourses, déjà, pour commencer. Pas des bourses comme le 1804, là, parce que ça, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est un gros sujet. Exactement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, puis je n'ai pas de mal à en parler publiquement, puis je pourrais même en parler avec les gens en question s'il le faut. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des besoins dans la communauté. On connaît tous nos besoins. On a des besoins en administration, on a des besoins en gestion, on a des besoins en comptabilité, parce qu'il faut regarder nos business qui, plus tard, va pouvoir soutenir nos OBNL, et ainsi de suite, tu vois. Mais nos jeunes, présentement, il y en a beaucoup qui ne savent même pas où ils s'en vont. Mais est-ce que tu crois que si on avait un système, des recherches qui ont été faites pour dire que, écoute, pour que nos communautés puissent aller mieux, on a besoin de 15 000 jeunes en gestion partout au Québec, 15 000 jeunes noirs, je dis 15 000, ça peut être moins, qui étudient en gestion, et on offre, je ne sais pas moi, 20 bourses. On sort les datas. Comme tu dis, on a besoin de data. Mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup de lacunes par rapport à les études que nos jeunes font dans nos communautés 100%. Qui ne ramènent pas de valeur à la communauté. Ça ramène pour les autres communautés, mais sauf pour nous. Moi, je pense Est-ce que tu penses que les études devraient être guidées littéralement? Moi, je pense que la première des choses, c'est qu'on doit redéfinir... Je retourne vers l'entrepreneuriat, puis je m'excuse, mais c'est que je suis entrepreneur. Et puis c'est le Black Ink aussi. C'est le Black Ink, voilà. Moi, je suis pro-Inc. Je crois qu'il faut des 9 à 5. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais quand tu es capable de concevoir que toutes tes études et toute ta capacité intellectuelle, elle est utilisée soit à bon escient pour qu'une compagnie grandisse, parce qu'eux ont pris le risque, ou soit toi, tu prends le risque et tu fais grandir ta compagnie.
En termes de richesse générationnelle, je ne connais, moi, personne. Richesse générationnelle. Pas richesse familiale. Richesse familiale, c'est j'ai payé mon hypothèque au bout de 25 ans, papa, je suis fier de toi, next. Quand papa meurt, OK, avec l'inflation, papa m'a donné X, ma grande sœur a pris Z, au bout de 2 générations, il n'y a plus rien. C'est une richesse de base. Voilà. Ouais. Moi, je te parle de fiducie familiale. Moi, je te parle de nom sur un building qui ne sortira jamais. Moi, je te parle de scandale, pas scandale, on s'en fout. Parce que le scandale médiatique, c'est de la foutaise. Les mecs, ils ont des scandales médiatiques à droite et à gauche. Cancel culture. Voilà, voilà. Donc, moi, je te parle de vraie richesse générationnelle. On doit être capable de concevoir que nous sommes entrepreneurs dans l'âme. La première start-up à succès, bootstrappée de l'histoire de l'hémisphère ouest, elle s'appelle Haïti. Première des choses. Si on est capable de concevoir que les fondateurs de la start-up, Tantin Toya, Bookman, ça commence avec une vision. Après ça, on prend le mission statement. La mission de la start-up, c'était quoi? La liberté. La liberté. Point. Égalité. Fraternité. Moi, je vais direct pour la liberté. Après ça, on dit ça, c'était la mission. Après ça, on dit, OK, la mission, c'est ça. C'est quoi la vision? Ben, la vision, c'est un peuple libre et on va aller attaquer la plus grande compagnie au monde, la France. Et je suis moitié français, hein. Donc, il y a une dichotomie en ce moment que je suis en train de moi-même, quand je parle ça à mon père. Papa, t'es haïtien, t'as marié une Française. Il dit oui, c'était pour des raisons de vengeance. Mais bref, blague à part. Quand tu conçois qu'on est entrepreneur dans l'âme, tu te dis, attends, on s'est fait mentir depuis longtemps. C'est vrai. La première start-up bootstrappée, c'est Haïti. Ouais. On a battu une grosse compagnie. Qui a créé la démocratie. 100%. Ouais. Donc, quand tu es capable de concevoir ça, tu te dis, attends, mais on a bu le Kool-Aid. Parce qu'en réalité, on est entrepreneur dans l'âme. Ça, c'est un. Donc, on revisite quels sont les emplois, parce que c'est ce que tu poses comme question. Premier emploi que tout Haïtien, tout Noir devrait avoir, un side gig. Tu devrais être entrepreneur. Pourquoi? Parce que tu as l'ADN d'un entrepreneur. Mes ancêtres étaient entrepreneurs. Ouais. Et tout d'un coup, en l'espace de 300-400 ans, on a érodé ce concept de dire qu'on est entrepreneur. Tout Haïtien, tout Noir qui est de la diaspora internationale, ce sont des entrepreneurs. Ouais. Moi, quand mon père me dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je lui dis « Basketteur professionnel ou entrepreneur ?» Il dit « Ah, t'es plus mon fils. Honte à celui qui fait pas mieux que son fils. » Je dis « Papa, j'ai appris ça de toi, c'est toi l'entrepreneur. » Et que j'ai dû faire comprendre à mon père qu'il était entrepreneur, ça lui a permis de mettre de côté les jobs qu'il avait pour moi. Donc là, à partir de là, il a commencé à me supporter, à investir en moi. Première des choses. Quand on aura plus d'entrepreneurs que de politiciens dans notre communauté, on aura une communauté forte. Pourquoi? Mais en fait, il faut faire attention. On n'a pas besoin du même type d'entrepreneur qu'il y a dans la politique. J'y arrive. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est qu'en réalité, les politiciens sont redevables, eux disent, des citoyens, mais la vraie vérité, c'est qu'il n'y a aucun politicien qui est élu sans le support massif d'entreprises. Ouais. Parce qu'ils ont besoin de capital et de ressources pour gagner des élections. Donc, si on avait des entreprises fortes, le vrai lobby black au Canada, c'est une base entrepreneuriale forte. Ouais, exact. Même si tu es un créatif, montre-moi un créatif en ce moment qui n'a pas une fibre entrepreneuriale, je vais te montrer un artiste qui souffre. Montre-moi un basketteur qui n'a pas une réelle fibre entrepreneuriale. Je vais te montrer un basketteur qui a une carrière de 4 ans qui ne sera plus dans la NBA. Ouais. Montre-moi un politicien qui n'a pas une ADN, une fibre entrepreneuriale. Je vais te montrer un politicien qui se fait tasser tellement rapidement qu'il ne deviendra jamais ministre. Il ne sera jamais ministre et il va souffrir. Et on en a beaucoup dans nos communautés qui n'ont jamais été ministres. Voilà. Et parce pourtant, que cette fibre, et ils méritent. Ouais, et pourtant, ils méritent. Et ils ont l'éducation, ils ont le savoir, ils ont les diplômes. Donc, l'entrepreneuriat, c'est aussi une façon d'arriver à une certaine liberté. Et les données sont probantes. Quand tu regardes aux États-Unis, shout-out encore une fois à Martha et le Black Knowledge Hub, qui j'espère vont pouvoir nous donner ces données canadiennes-là. Mais aux États-Unis, elles sont stagnantes. Elles sont stupéfiantes. En fait, tu regardes les données, la richesse, la disparité richesse entre noir et blanc, elle est énorme, on la connaît, c'est à peu près 17 fois. Par contre, quand tu regardes la disparité richesse entre
noir et blanc, elle est réduite à 3 fois. L'entrepreneur noir et l'entrepreneur blanc, tout d'un coup, on érode le manque à gagner et on passe de 17 fois à 3 fois. Je retourne dans ce que je dis. Ok, ça me donne les chairs de poule. Voilà. Ouais. L'entrepreneur noir aux États-Unis a 13 fois la richesse du non-entrepreneur noir dans sa propre communauté. Donc, si demain je te disais qu'Orlando, tu savais que les avocats noirs ont 13 fois la richesse des non-avocats noirs, ben là, je te dirais, ben, on doit pousser nos jeunes à aller dans le droit. Mais avec l'intelligence artificielle, et là, j'arrive à mon point culminant, je reviens de Los Angeles, LA Tech Week, avec une mission économique avec le gouvernement canadien. Le droit va être plus perturbé que n'importe quelle autre industrie par l'intelligence artificielle dans les 5 à 10 prochaines années. Ouais. Ils estiment que les frais juridiques vont diminuer de 1000%. Écoute, il était temps. De 1000%. Mais ouais. 100%. Donc, qui est l'imbécile aujourd'hui qui dit à son enfant... Deviens avocat. Deviens avocat. Ou même... Ouais. Je vais te dire qui. Nos parents. Ouais. L'ingénierie, même chose. Qui pousse ses enfants à aller... Nos parents. Ouais, absolument. Donc, si tu commences à pousser tes enfants à leur dire, non, au fait, ce que l'IA ne va pas transformer ou perturber de sitôt, c'est la créativité. Dis à ton père demain que tu vas devenir artiste, il va te foutre 2 baffes dans la tête, il va dire honte à celui qui fait pas mieux que son père. Donc, en attendant, c'est de comprendre, pas l'économie d'aujourd'hui, mais l'économie de demain. C'est comme ça. Voilà. Ouais. Donc, commencer à pousser des jeunes pour un marathon. On doit former nos jeunes noirs. Le spatial. Pas le sprint. Il faut aller dans le marathon. Ouais. Et il faut penser pas outside the box. Il faut éliminer la boîte complètement. Donc, pour moi, quand on me dit la question, Thierry, dans quel métier on doit aller, je dis, commençons avec l'entrepreneuriat. Même si c'est un side gig. Ton side gig peut devenir ton temps plein. Et on le sait, on le voit. Avec ce que l'intelligence artificielle s'apprête à perturber, les premières communautés qui vont être touchées, ce seront les nôtres. Toujours. Parce qu'on est toujours en retard. Et là, tu parles à quelqu'un qui a fait son argent dans l'immobilier. Je suis le premier à dire qu'aujourd'hui, le bateau de l'immobilier a quitté le port. Ça fait longtemps. L'inflation, les taux d'intérêt, on habite dans des... Je l'ai dit sur la première saison de Black. Allez voir l'épisode, il est gros, c'est un gros épisode. Vraiment. Allez voir. On ne peut plus habiter dans les quartiers dans lesquels on a grandi. On est en train de s'éloigner, on se rend à Lachenay. Même Montréal-Nord. Même Montréal-Nord. Donc, à partir du moment où on réalise ça, moi je dis que nos 40 acres et notre mulet, aujourd'hui, en tant que Noirs, ce n'est plus dans la propriété physique que nous devons nous concentrer, c'est dans la propriété intellectuelle. Je vais réitérer parce que c'est important qu'on le comprenne. L'immobilier ne peut plus être un véhicule de richesse générationnelle, mesdames et messieurs. Ça peut être un véhicule de richesse familiale, qui veut dire que ça va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, papa meurt, Thierry meurt, donne ça à Shiloh, Adèle, Zara, et au bout d'une génération ou deux, c'est fini. Mais mes patents, ma propriété intellectuelle, je peux la mettre dans une fiducie. C'est clair. La fiducie peut continuer à toucher des loyers. C'est ça. Si on commence à comprendre que maintenant, dans la technologie, il va y avoir des opportunités de créer, oubliez les athlètes que vous adorez à la télé. Exactement. Vous allez voir, pas des athlètes, vous allez voir des propriétaires noirs, des équipes pour qui ces athlètes-là jouent. Ouais. Franz Saint-Elmy, dans 5 à 10 ans, pourra acheter les Canadiens de Montréal. J'espère. Donc, il n'a pas besoin de vouloir que son fils joue pour les Canadiens de Montréal. Et Piqué sera l'entraîneur, tu vois. Voilà. Il va embaucher Piqué. Mais aujourd'hui, si je vais dans un restaurant, je vois Piqué Souban, je veux un selfie avec Piqué, mais je ne sais même pas c'est qui Franz Saint-Elmy. Donc, première des choses, commençons à comprendre l'économie, pas d'aujourd'hui, mais l'économie de demain. Deuxième des choses, revisitons l'employabilité du futur et non celle d'aujourd'hui. Troisième des choses, mettre en place des systèmes concrets pour créer de la richesse générationnelle et non familiale. Donc, l'artiste qui rappe, que ton enfant adore et que tu écoutes dans ton auto, que tu écoutes pendant que tu te prépares pour aller danser ton compas dans ton bal, son Jarry, on s'en bat les reins, on n'en a rien à cirer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est même plus la bâtisse sur Jarry. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le logiciel que le rappeur utilise
pour faire sa trame sonore, Ouais. qui va, moi, me payer des résiduels et que mes enfants, même si j'ai un enfant qui devient, oublie un imbécile, un voyou, une merde sociétale, il ne pourra pas fracasser la fiducie qui va lui donner 10 000 $ par mois Ou pour par- le restant de ses Ou jours. par semaine, tout dépendamment. Voilà. Ça, c'est clair. Donc moi, je ne parle plus de loyer physique, Je pense qu'il y a aussi un point, je peut-être parle que de t'as- loyer intellectuel maintenant. Exactement. Il y a peut-être un point, on va aborder ça rapidement, Ouais. c'est le reprenariat. Tu sais, au Québec, on est très... On est vieux au Québec! Exactement, Ça on est vieillit. vieux au Québec, puis cette Colin. richesse générationnelle, ils ont besoin de personnes pour la reprendre. Ouais, parce qu'ils sont pas caucasiens. Entre autres, exactement. Ils Mais seront pas caucasiens, les Ah. repreneurs. potentiellement, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai l'impression que c'est une occasion que C'est une opportunité. qu'on est Ouais. en train de manquer, Une vraie. littéralement. Oui. Ça fait quoi? 10 ans que j'en parle. Moi-même, j'ai pas encore eu la chance de reprendre, mais j'en parle à du monde qui, eux, sont dans les meilleures positions que moi 100%. pour en prendre. C'est pas parce que je peux pas le faire que je peux pas en parler. Tu vois? 100%. Fait que ce serait tout à fait ridicule de connaître une opportunité, je peux pas le prendre, mais j'en parle pas. Tu Voilà. vois? Mais je trouve que il va y avoir un épisode là-dessus, ça c'est clair à 100% sur le Il faut. reprenariat. Et toi, t'en penses quoi par rapport à ça? Est-ce que tu crois, comme moi, que le reprenariat est pour nous une occasion absolument à ne pas manquer, même si 100%. on est en train de... Regarde, on a parlé un peu d'histoire. Dans la Révolution tranquille, lorsque t'as Michel qui dit la misère est comme la misère est N-word, je veux pas dire le mot, j'aime pas dire le mot. Ce que tu comprends, c'est que t'as une bande de gens qui ont compris que souffrir et avoir de la misère, c'est ancré souvent dans la mélanine que les gens ont au Québec. Et même Pierre Vallière avait reconnu que si c'était à refaire, il n'aurait pas utilisé le mot en haine pour le titre de son livre. Où est-ce que je veux en venir avec cela? C'est que lorsque les Québécois, dits pure laine, c'est quoi un Québécois de toute façon? Lorsque les personnes de rose descendance, de pure laine, ont dit maintenant on en a marre de se faire dire speak white. Mhm. On en a marre qu'on aille dans des banques qui sont britanniques. Qu'on en a marre d'aller dans des supermarchés britanniques. Parce qu'on se rappelle, hein, les personnes qui étaient considérées blanches, c'était les Britanniques. Anglophone. Voilà. Les Irlandais blancs n'étaient pas considérés blancs. Les Juifs blancs n'étaient pas considérés blancs. Les Italiens blancs n'étaient pas considérés blancs. Et les francophones blancs n'étaient pas considérés En blancs. fait, c'était l'anglais qui était considéré blanc. C'est le seul blanc. Donc, en 1902, 1903, tu as tous ces gens qui disent maintenant, basta, c'est fini. Ils ont compris, on a besoin de 4 choses pour avoir une communauté forte. Tu as besoin de contrôler ton argent. Tu as besoin de contrôler ta santé. Tu as besoin de contrôler ta nourriture. Tu as besoin de contrôler tes écoles. Pourquoi? Tu as besoin de contrôler ton argent parce que tu as besoin de créer des entrepreneurs à succès pour créer des systèmes qui vont supporter les jobs qu'on a besoin pour construire une société forte. Donc, tu as besoin de Plomberie Charbonneau, qui est créé par Roger Charbonneau, pour que Roger emploie des plombiers. Ouais. Voilà. Des plombiers Charbonneau, on pourrait même. Voilà. Deuxièmement, tu as besoin de Alphonse Desjardins qui se réveille, qui dit « Ah ouais, il y a de l'argent à faire dans les banques. Je vais commencer la première union voilà, créditaire, que je prends un modèle en Europe et que je ramène au Québec. » Alphonse Desjardins, 1920. Et dans le même temps, tu as les marchés Richelieu. Donc, tu as cette génération de Québécois qui ont commencé à comprendre que ah ouais, il y a 4 piliers pour grandir une communauté forte. Nous, on n'en a pas. On n'a pas de banque noire, on n'a pas d'école noire, on n'a pas de supermarché, pas de casse-croûte, supermarché noir, et on n'a pas d'hôpital noir. Parce qu'après ça, quand tu prends soin de l'argent pour créer des Roger Charbonneau plomberie, quand tu prends soin de la nourriture, tu peux te nourrir. Tu as besoin de tes librairies pour transférer le savoir. Il faut que tu prennes soin d'eux à l'hôpital. C'est la raison pour laquelle il y a une fuite d'argent dans nos communautés. Tu as tout compris. On n'a pas ces structures-là qui fait qu'on peut dépenser chez nous. Voilà, et les écoles. Et tu vas voir, je vais faire le loup pour arriver à ta question. Quand tu as toutes ces structures-là, qu'est-ce qui se trouve à se produire par rapport au reprenariat? C'est que dans les années 60, révolution tranquille, maintenant on le fait. Ah, on n'a pas les écoles encore. On fait venir des intellectuels de où? Haïti. Voilà.
Shout out à nos intellectuels. Exactement. Ils font du brain drain. Qui ont appris aux Québécois de parler français, Voilà. c'est quoi le français et tout Exactement. qui vient avec. Voilà. Donc là, tu as des piliers francophones qui commencent à nourrir et à grandir au Québec. L'indépendance québécoise devient une réalité. Tu as des phénomènes et des compagnies fortes qui sont créées dans les années 60, qui aujourd'hui créent des jobs que nous-mêmes, on devrait non seulement apprécier, parce que tu as parlé de quel job. Oui, technologie, mais c'est pas tout le monde qui peut aller en technologie. Il faut aller dans les métiers de la construction. L'IA ne va pas remplacer le plombier du jour au lendemain. Pas aussi rapidement, non. Pas aussi rapidement. Il faut aller absolument dans les métiers de la santé, dans l'objectif de quoi? D'avoir nos propres centres hospitaliers. Moi, d'aller dans la santé pour aller dans la santé, newsflash, nos infirmières vont être remplacées d'ici 20, je vous garantis. Ça va arriver. Ça va arriver. Donc, d'aller aussi dans la nourriture, on le voit. Maintenant, tu check out. Tu n'as plus besoin de personne pour check out. Tu rentres, tu sors, tu n'as plus personne. Donc, il faut être propriétaire de ces endroits-là. Il faut aller dans des métiers qui vont comprendre le supply chain pour qu'on intègre verticalement tout le supply chain et qu'on le contrôle. Et le reprenariat, pourquoi c'est important, et tu as raison, c'est que tu as une génération de gens de la Révolution tranquille, d'eurodescendance, leurs enfants ne veulent plus reprendre ces business-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leurs parents trimer, qui est une grave erreur. J'en ai déjà parlé dans d'autres shows. C'est comme nous-mêmes, dans nos communautés, les chauffeurs de taxi. Tu vois ton père chauffer un taxi, tu dis « jamais je serai chauffeur de taxi ». En attendant... Pourtant, il t'a nourri, envoyé à l'école. Tout a été fait avec. Non, pas seulement ça. Si un jeune avait repris les taxis avec fierté, Uber serait une compagnie haïtienne du Canada, selon moi. Parce qu'il serait arrivé avec toutes ses connaissances d'universitaire, en se disant toutes les opportunités qui se trament, et ils auraient dit, je viens de cette industrie-là, je comprends cette industrie, qui de mieux que moi pour la perturber? Exactement. Donc le reprenariat, c'est une partie cruciale des communautés noires, parce qu'il y a plein d'opportunités dans ces 4 piliers-là. Le capital, le prêt, les fintech, la construction, l'immobilier, l'alimentation, la santé et l'éducation. Donc, quand tu perturbes ces trucs-là, moi, je te dirais, oui, le reprenariat, mais si ça fait partie de ces secteurs d'activité-là, moi, je dis partant. Le reste du reprenariat, je ne suis pas certain qu'on devrait nous-mêmes se lancer là-dedans. Mais ces secteurs-là en question... Manufacturière aussi, surtout. Manufacturière, oui, mais encore une fois, montre-moi, je vais te donner un exemple. Une communauté qui a été extrêmement proactive dans le manufacturier, c'est la communauté juive. Du moins à Montréal. Chabanel, c'était un pilier de l'économie canadienne, pas juste québécoise. Et c'était principalement des entrepreneurs juifs qui ont eu la lucidité de dire « Ah ouais, là, il y a vraiment une opportunité ». Avec la mondialisation, avec les conflits politiques aussi, avec les tarifs maintenant, on a vu, les tarifs commencent à augmenter. Je ne suis pas convaincu qu'à d'aller dans le supply chain qui commence à devenir très automatisé, c'est un reprenariat intelligent. Pourquoi? Parce que si tu regardes ces entrepreneurs-là qui ont fait un bon choix de la communauté juive dans les années 40, 50, 60, eux-mêmes se retirent. Donc je nous inviterais à regarder... Quel type? C'est pas n'importe lequel aussi. Là, on est d'accord, mais à quel prix? Ben oui, ça coûte très cher. Moi, je préfère racheter Plomberie Charbonneau de Victoriaville, qui va être... Tu peux garantir que tu seras capable d'avoir au moins de la richesse familiale, peut-être pas générationnelle, mais familiale, et tu peux embaucher ta communauté directe et ta famille, ton écosystème direct. Mais là, si on parle de... On veut toujours rester dans la richesse générationnelle. Moi, je suis convaincu que si on fait du reprenariat, c'est pour perturber en infusant de la technologie et de l'IA dans des industries qui sont historiquement pas nécessairement pour nous ou par nous. Donc, on prend justement T-Claude de Saint-Michel. Les vieilles industries, quoi. Voilà. T-Claude de Saint-Michel qui dit, OK, on va racheter un marché Richelieu ou un Provigo qui est en train de mourir. Mais l'objectif, c'est que quand tu rentres dans le Provigo, T-Claude parle à justement ta grande sœur, Régine. Puis Régine, elle, justement, elle a étudié en ingénierie. Puis on va essayer de voir comment on peut mapper et utiliser la technologie pour patenter quelque chose intellectuellement et commencer à le commercialiser à la maison mère de Provigo, qui, elle, va nous racheter pour des milliards. Oui, bien sûr, absolument. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut approcher le reprenariat. Je pense qu'on est rendu là. Il y a pas mal de monde aussi qui réfléchit à ces histoires-là. Fait que le mot de la fin,
fin, est-ce que je peux te laisser le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est si vous prenez pas de risques, vous allez travailler pour quelqu'un qui prenne des risques, selon moi. Donc, prenez des risques, faites-vous confiance, restez créatif et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Ouais, exactement. Moi, je dirais pour finir aussi, prenez des risques avec vos frères et vos sœurs. Ouais, avec votre communauté. Exactement, parce qu'il y en a beaucoup de gens extrêmement talentueux qui travaillent dans les grandes organisations, mais que je trouve qu'en travaillant dans les startups, ils peuvent ramener, même en donnant quelques temps de bénévolat, ou même juste en investissant ton temps contre des actions, ils peuvent faire des trucs extraordinaires. Ça, c'est une richesse, justement. Fait que ça... Attends, je peux rajouter sur ça? Désolé, je sais qu'elle allait dire le mot de la fin. Je vois l'équipe qui fait comme arrête. Mais je veux rajouter sur ça parce que c'est puissant ce que tu dis. Si vous êtes prêt à donner votre IP à des compagnies sur Bay Street, vous devriez être prêt à donner votre IP pour un Black Street communautaire qui commence par votre nom de famille. Exactement, parce que probablement qu'il y a beaucoup d'entre vous qui travaillent dans une grosse organisation puis qui s'ennuient, qui s'emmerdent. Écoute, il y a plein de startups très innovants présentement dans la communauté qui a besoin de votre temps, votre expertise. Vous travaillez dans des grandes organisations qui sont bien gérées. Vous savez comment faire les affaires. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Venez vers nous. Bravo. Puis on va vous diffuser auprès des autres, les bonnes personnes. En plus, on a un groupe WhatsApp. On va pouvoir vous mettre en contact avec les startups pour ça. Écoute, guys, merci énormément d'avoir écouté cet épisode. Vraiment. Fait que vous savez quoi faire. Hein? Suivez-nous sur les réseaux. Likez tout ce que vous pouvez liker. Même, écoute, vous n'avez même pas besoin d'entendre ce qu'on dit. Likez la post. Likez les posts. Partagez. Écoutez après. Pas besoin de faire save. Partagez tout de suite sans même faire quoi que ce soit. En fait, merci encore de nous avoir écoutés. Vraiment. J'apprécie.